programme que le programme est extrêmement riche. Donc je remercie les intervenants qui ont accepté de consacrer un peu de temps à cette journée d'études. Et puis je remercie évidemment les participants. Je vous confirme que nous procéderons à un enregistrement de cette journée d'études de manière à ce que, avec l'autorisation évidemment des intervenants, que vous puissiez retrouver les échanges ensuite en ligne et que vous puissiez éventuellement partager cette vidéo et cette journée d'études avec les membres de vos sociétés savantes ou avec des gens qui pourraient être intéressés. Voilà, donc je suis, quant à moi, Christophe Marion, délégué général du CTHS, le comité des travaux historiques et scientifiques, qui est à l'initiative de l'organisation de cette journée d'études. Nous organisons régulièrement des journées d'études, environ une fois par an, qui sont plutôt destinées aux sociétés savantes, qui ne sont pas des journées d'études scientifiques, j'allais dire. On organise par ailleurs un congrès, le Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, avec une dimension scientifique forte, mais les journées d'études sont plutôt des journées destinées, j'allais dire, à répondre à des problématiques que rencontrent les sociétés savantes. Nous en avons organisé par le passé sur le numérique. On imaginerait en organiser à l'avenir sur la recherche de financement, le mécénat, parce que ce sont aujourd'hui des questions que se posent les sociétés savantes. Comment survivre dans un contexte de baisse de financement public? Donc ces journées d'études, elles ont vocation à répondre aux problèmes qui sont posés aujourd'hui aux sociétés savantes. Donc n'hésitez pas à nous adresser un mot si des thématiques vous intéressent plus particulièrement, afin que nous puissions éventuellement répondre à vos questions en préparant une journée d'études qui réponde à vos souhaits, à vos questions et aux enjeux que vous pouvez rencontrer. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sciences participatives. J'allais dire pour deux raisons, parce que je le dis souvent, finalement, la science participative, elle est à l'origine du CTHS. Quand le comité des travaux historiques et scientifiques a été créé en 1834, il avait pour ambition de redécouvrir et de publier des documents inédits sur l'histoire de France qui dormaient dans des fonds d'archives privés, publics, bibliothèques, etc., etc. Et pour ce faire, le CTHS avait reçu pour mission de fédérer les sociétés savantes, d'associer les sociétés savantes à cette redécouverte de documents inédits qui dormaient dans les fonds d'archives des provinces. Donc on avait, dès 1834, le gouvernement, en créant le CTHS, avait derrière la tête cette idée de la démarche participative, de l'association des notables locaux qui peuplaient les sociétés savantes de manière à rendre le CTHS encore plus efficace dans sa recherche et dans cette redécouverte des documents inédits sur l'histoire de France. Donc on renoue d'une certaine manière avec notre histoire en organisant une telle journée. Et puis surtout, il me semble aujourd'hui, si je vous dis que les sociétés savantes peuvent traverser pour certaines d'entre elles des difficultés pour recruter de nouveaux membres, pour mettre en place et porter de nouveaux projets, eh bien il me semble que la recherche participative, la science participative peut être une réponse qui pourrait donner envie à des habitants, des amateurs d'histoire ou d'autres disciplines de s'engager au service des sociétés savantes dans de nouveaux projets. Il me semble que nous avons peut-être là une voie d'avenir pour un certain nombre d'associations scientifiques qui aujourd'hui peuvent peiner à recruter de nouveaux membres et à intéresser notamment les plus jeunes. Voilà, alors évidemment, ce n'est pas la seule réponse à apporter, mais c'est peut-être un élément de réponse. Voilà, je remercie à la fois à nouveau les intervenants et les participants, et nous commençons tout de suite en donnant la parole à Marion Benhamou, qui est responsable programme et fondation emploi, économie sociale et solidaire, démarche participative, Fondation de France, la Fondation de France et la recherche participative. Merci de votre présence en tous les cas. Bonjour, alors je vous remercie de votre invitation. Lorsque Christophe Marion m'a contacté il y a quelques mois,
On était en plein dans l'organisation d'un grand événement sur la question de la participation à l'occasion des 50 ans de la Fondation de France, événement dans le cadre duquel on allait remettre le prix de la recherche participative dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je me suis dit, en voyant cet intérêt, ce signe d'intérêt pour notre initiative, que nous avions eu une intuition intéressante en initiant cette démarche. Je m'en félicitais. J'ai assez rapidement déchanté quand Christophe Marion m'a annoncé la date de cette journée qui, de notre côté, correspondait à un de nos séminaires annuels sur la stratégie de nos programmes. Et dès le départ, je lui ai indiqué que je ne pourrais rester qu'un petit moment avec vous. Donc, je vous prie de m'excuser de devoir partir. Je sais que c'est désagréable. Et en plus, je regrette, vu la qualité du programme aujourd'hui, de devoir vous quitter très rapidement après mon intervention. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas par rigueur. Quelques mots rapidement sur la Fondation de France, dont on connaît souvent le nom, dont on sait parfois moins ce qu'elle fait. La Fondation de France a pour vocation de développer la philanthropie en France. Nous sommes le premier réseau de philanthropie et notre mission est de connecter les envies d'agir sur les territoires au service de l'intérêt général. Nous abritons pour cela 888 fondations qui travaillent sous notre égide et déployons une vingtaine de programmes sur tous les sujets de l'intérêt général. C'est ce qui fait notre spécificité, d'agir sur l'ensemble des causes d'intérêt général. Et le prix de la recherche participative que nous avons initié pour la première fois l'année dernière trouve son origine dans ce positionnement original qui croise toutes les causes de l'intérêt général, qui recherche en permanence l'innovation sociale pour répondre aux défis démocratiques, sociaux, environnementaux de notre temps et à venir, et qui considère qu'aucun projet de qualité ne peut se mener sans les personnes concernées, et donc soutient des projets qui vont valoriser la participation de toutes et de tous à la prise en charge de nos défis communs. Donc nous avons à la Fondation de France bien sûr de grands programmes de recherche qui répondent au canon de la recherche classique, que ce soit sur le cancer, les maladies neurodégénératives ou encore sur le lien entre la santé et l'environnement. Nous accompagnons dans tous nos domaines d'intervention des différents programmes de recherche et de plus en plus nous avons constaté l'émergence de recherches qui se disent participatives et qui vont changer la relation entre la recherche et la société. Nous avons en particulier 3 programmes qui se consacrent à ces questions plus directement. Notre programme environnement qui depuis plusieurs années soutient en partenariat avec l'ADEME des travaux, plus de 250 projets à ce jour de sciences participatives au travers d'un programme qui s'appelle CO3, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a une certaine visibilité, pour la co-construction de connaissances pour la transition écologique et solidaire. Je ne m'attarderai pas dessus, ce programme CO3, vous trouverez beaucoup de documentation sur Internet à ce sujet, si ce sujet vous intéresse particulièrement. Dans le cadre de nos programmes Création et Société, l'action Nouveau Commanditaire Science engage des chercheurs dans un dialogue avec des citoyens pour construire des questions de recherche originales. Livio vous en parlera tout à l'heure de façon bien plus experte que je ne pourrais le faire, donc je lui laisserai la parole sur ce sujet. Et puis, troisième endroit, la Fondation de France, où nous avons pris en charge ces questions de recherche participative, le programme Démarche participative, qui a vocation à financer des projets de terrain. Et parfois, ces projets de terrain s'incarnent dans des projets de recherche, au travers de collectifs de citoyens qui sont confrontés à des problèmes aigus et qui vont trouver dans la recherche une occasion de faire entendre leur voix sur les problèmes qui les affectent. Alors je pense à des collectifs de parents confrontés à des difficultés par rapport à l'institution scolaire qui vont s'organiser en groupe de recherche participative. Je pense à des personnes en précarité qui veulent montrer leur propre vision de la pauvreté et des violences sociales qu'elles subissent. Je pense encore à des personnes confrontées à la maladie, à des problèmes de santé mentale, des patients en psychiatrie qui se battent pour que leur voix soit entendue et qui considèrent que la recherche peut leur permettre d'être entendus par les décideurs publics. Et puis nous avons eu des discussions régulières avec le groupement d'intérêt scientifique sur la démocratie et la participation qui nous ont permis de partager, d'échanger autour d'une conviction commune. D'abord que la participation de tous à la production de connaissances pouvait être
une condition pour affronter les crises sociales et environnementales et démocratiques et relever les défis à venir, et que la possibilité pour des citoyens de produire des connaissances sur leur propre situation pouvait contribuer à la construction de solutions concrètes pour répondre à nos problèmes communs. Alors nous avons constaté, point de départ, que ces recherches participatives renvoyaient à des formes diverses de coopération et de répartition des rôles entre eux. Ah. Des petites... Donc nous avions constaté que ces recherches renvoyaient à des formes diverses de coopération, de répartition des rôles, de motivation et de méthodes mobilisées, mais qu'elles avaient tous pour point commun, quoi qu'il en soit, de questionner la séparation stricte entre connaissance et action, la séparation entre savoir expert et savoir citoyen, d'expériences qui sont ancrées dans le faire et dans le vécu des acteurs de la société. Nous avons également constaté que les recherches qui associaient réellement chercheurs académiques et associations ou citoyens et professionnels dans toutes les étapes de la recherche restaient relativement peu fréquentes encore en France, et ce sont celles-ci précisément que nous avons souhaité valoriser dans le cadre de l'organisation du prix de la recherche participative, valoriser tant auprès du public scientifique que de la société, car les enjeux sont multiples: l'accroissement du pouvoir d'agir des citoyens, des individus et des collectifs, la reconfiguration des relations de pouvoir, la reconfiguration de la production de connaissances scientifiques et la démocratisation du savoir. Et donc ce prix de la recherche participative, qui a été une étape pour nous entre les travaux que nous produisions d'abord au préalable, quelque chose de peut-être nouveau, nous a permis à la fois de remettre un prix qui a distingué 4 lauréats, et de produire de la connaissance, un état des lieux, un état de l'art sur ce qu'était aujourd'hui la recherche participative en France. Alors, la sélection des lauréats, nous l'avons organisée au travers d'un appel à candidature. Nous avons réuni un jury francophone, français, mais aussi avec des membres suisses et québécois. La recherche participative est bien plus développée au Québec qu'en France, et donc nous avons pu bénéficier de lumière de spécialistes du sujet au niveau international. C'est un jury que nous avons souhaité composer à parité, hommes-femmes bien sûr, mais aussi de représentants du monde académique dans différentes disciplines. On avait à la fois des représentants du monde de la science politique, de la sociologie, de l'urbanisme, mais aussi des sciences médicales, de la biologie. Et puis, à parité avec des personnes représentant du monde, donc de la société civile, dans différents pans de la société, à la fois représentants du collectif Passons-nous, qui réunit des personnes engagées dans les quartiers populaires, aussi de la Banque des territoires, qui travaille sur ces questions de croisement des connaissances, l'association Sciences citoyennes, mais aussi l'association des paralysés de France. Donc vraiment un panel extrêmement divers pour avoir une vue aussi large que possible sur ces questions. Et nous avons lancé un appel à candidature très ouvert, bien au-delà de nos réseaux classiques, qui nous a permis, et ça a été une vraie satisfaction, de recevoir plus d'une 50aine de candidatures, qui pour une première fois nous a semblé très, très encourageant. Donc ces candidatures ont été étudiées autour de plusieurs critères. D'abord, je dois dire que ce prix de la recherche participative permettait de valoriser des recherches déjà abouties, qui avaient déjà été menées et dont les premiers résultats étaient suffisants pour être présentés, et permettaient d'évaluer comment s'articule la production de savoir, de connaissances et le passage à l'action. Alors nous avons été particulièrement attentifs dans le cadre de ce prix à 4 dimensions. Première dimension, quels étaient les objectifs de la recherche? Pourquoi un collectif acteurs-chercheurs se réunit et va questionner le sujet qui l'intéresse? Quelles en sont les raisons? Quelles en sont les motivations? Deuxième élément, la méthode. Quelles sont les modalités d'implication des personnes concernées? Comment le processus de recherche va prévoir dès son origine l'entière inclusion des personnes qui ne sont pas des chercheurs initialement à toutes les étapes et à toutes les activités de recherche, en adaptant la méthode aux éventuelles difficultés qui peuvent être rencontrées.
Troisième critère, quels vont être les effets sur la connaissance, quels vont être les impacts de la recherche menée sur la production de nouvelles connaissances, sur la formulation de nouvelles hypothèses, sur le développement de nouvelles méthodes scientifiques. Et puis, quatrième critère, quels sont les effets sur la société et quels sont les impacts envisagés et constatés de la recherche sur les différents co-chercheurs impliqués, sur leur environnement, sur le problème enquêté, sur les institutions et plus largement sur les décisions publiques. Donc nous avons distingué parmi 50 candidatures d'excellente qualité 4 lauréats. Cap Droit pour un travaux sur la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap physique et psy. Le réseau Semences Paysannes pour un travail sur la sélection participative de blé. L'association Tilantia, qui à Lyon travaille avec des personnes migrantes sur un travail d'anthropologie participative pour réfléchir sur l'occupation de l'espace par ces personnes à partir d'une place où ces personnes migrantes et réfugiées avaient l'occasion de se retrouver, les liens qu'elles tissent ainsi avec la population. Et puis le projet Policité qui a été mené à Villeurbanne autour de la question des relations entre les jeunes de quartiers populaires et à Vaux-en-Velin, entre les jeunes des quartiers populaires et la police. Comment on pouvait faire évoluer ces relations. Je ne vous présente pas plus en détail ces projets dont vous pourrez également retrouver des traces sur Internet. Alors, ce prix de la recherche participative, au-delà de la sélection de 4 lauréats qui ont chacun reçu un prix de 10 000 € pour valoriser les résultats de leur recherche, nous a permis de développer également la connaissance de la recherche participative en France au travers d'un soutien à la réalisation d'un état de l'art qui a été réalisé par une postdoctorante encadrée par le groupement d'intérêt scientifique sur la démocratie et la participation, qui a à la fois pu nourrir ses travaux à partir des candidatures que nous avons reçues, mais à partir d'un travail d'état de revue de la littérature sur la recherche participative en France. Alors, ce travail que vous pourrez trouver dans son intégralité sur le site internet de la Fondation de France, mais aussi sur le site du groupement d'intérêt scientifique sur la démocratie et la participation, s'est articulé au travers de trois dimensions. Quelles sont les finalités de la recherche participative, premièrement? Quelles sont, deuxièmement, les modalités et les degrés d'implication des personnes concernées dans la recherche? Et puis, quelles sont les formes de médiation, quelles sont les méthodes utilisées pour permettre cette co-recherche entre des personnes dont c'est le métier et des personnes qui découvrent les questions de la recherche. Alors, Maïté Juan, qui a réalisé ce travail, a distingué d'abord 3 types de finalités que l'on retrouve dans les différentes recherches participatives. Premièrement, une finalité émancipatrice qui vise à renforcer le pouvoir d'agir des populations et de leurs conditions, l'amélioration de leurs conditions d'une part, qui vise également la pluralisation des systèmes de savoir, qui questionnent les standards de la production scientifique avec un regard radical sur ce que peuvent être ces standards de production scientifique, qu'on a pu retrouver dans les travaux qui ont été primés au travers du programme Cap Droit ou de Semences Paysannes. Deuxième finalité de la recherche participative, ça peut être une finalité pratique critique qui va permettre le perfectionnement d'un agir professionnel par l'exercice d'une réflexivité critique dans une logique collaborative avec les personnes concernées, en particulier dans le champ du travail social. On s'inscrit là dans tout ce qui est la tradition de la recherche-action, de la recherche-intervention et qui va avoir une finalité d'optimisation de la gestion de nos organisations. Troisième type de finalité que Maïté a pu repérer, l'accroissement de l'efficacité de la production scientifique elle-même dans une visée cognitive par l'association des citoyens à la récolte de données et la logique de démocratisation de la science. On va être plus là dans les sciences participatives qui se développent tout particulièrement dans le domaine de l'environnement. Ensuite, Maïté a regardé les modalités et les degrés d'implication
des acteurs dans ces recherches participatives, avec 5 types de modalités d'application qu'elle a pu repérer. Ce qu'elle a appelé l'implication intégrale, où là, les 3 catégories d'acteurs concernés, donc c'est-à-dire les personnes, les citoyens d'une part, les professionnels qui travaillent avec ces personnes et les chercheurs, sont impliqués à la fois dans l'origine de la recherche, dans les phases de problématisation, dans les phases de conception du protocole de recherche, d'analyse des données et de production des données, de suivi et de diffusion des résultats, et jusqu'au bout de l'évaluation de la démarche. Donc, ce qu'elle appelait l'implication intégrale. L'implication dite créatrice, critique, où la participation des citoyens va être recherchée en amont et en aval du processus de recherche, où la coopération entre les citoyens et les chercheurs va tendre à favoriser une acculturation réciproque entre ces deux mondes, mais où les citoyens qui reprennent normalement le processus de recherche restent dans un rôle qui va être ancré dans la communauté citoyenne, ne deviennent pas tout à fait chercheurs. Troisième type d'implication, une implication dite interprétative, où les citoyens vont là être associés essentiellement pour vérifier la pertinence de la recherche par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs préoccupations. Ils sont reconnus comme producteurs de sens et d'interprétation, sont mobilisés pour des partages d'expériences, mais ne participent pas à l'élaboration des critères et des méthodes de la recherche. Quatrième type d'implication, une implication dite productive, où les citoyens sont impliqués là pour produire et collecter des données dans les finalités de sciences participatives. Et enfin, dernier type d'implication, une implication dite résiduelle, où là, les coopérations entre les chercheurs et les professionnels vont être assez marginales, voire quasiment inexistantes, et vont se limiter à la réalisation d'entretiens dans des modalités beaucoup plus classiques de la recherche et beaucoup plus limitées de partage de la responsabilité de la recherche. Et puis enfin, troisième regard qui a été porté sur cette recherche participative dans le cadre de l'état de l'art qui a été réalisé, la question des médiations qui vont permettre à chacun d'entrer en recherche. Alors, plusieurs grands types de médiations ont été repérés. D'abord des médiations graphiques, artistiques, où on va travailler sur les dimensions subjectives, émotionnelles, pour permettre de convertir les savoirs expérientiels des personnes ou les savoirs d'usage en problèmes publics. Donc là, on va mobiliser une diversité de supports sensoriels, artistiques, graphiques, des modélisations, des schémas, etc., etc. Deuxième type de médiation, les médiations dites relationnelles, protectrices, où on va organiser des groupes de pairs pour construire des savoirs autonomes qui vont être préalables à l'entrée en recherche, qui vont être préalables au croisement des savoirs et des regards, avec une tradition autour de groupes d'entraide mutuelle ou de travaux autour de la paire aidance, pour des publics qui vont être particulièrement en difficulté d'autoreprésentation, de prise de parole. Et puis des médiations plus techniques avec là tout le panel d'ingénierie participative qu'on retrouve dans les démarches participatives dans tous les domaines de la société, avec des modélisations d'accompagnement qui sont plus classiques. Et enfin, l'émergence aujourd'hui de médiation numérique au travers de différents types de plateformes numériques, de cartographie collaborative notamment. Voilà un petit peu les grands éléments alors je donne peu d'exemples ici, mais vous les retrouverez dans le panorama qui est très documenté que Maïté Juan a réalisé. Donc je l'aurais dit, vous le trouverez sur le site du groupement d'intérêt scientifique pour la démocratie et la participation ou sur le site de la Fondation de France. Enfin, aujourd'hui, à l'issue de ce programme, ce prix de recherche participative, nous nous sentons mieux équipés, mieux armés pour aller poursuivre le soutien à ces recherches participatives et étendre notre soutien du point de vue de la Fondation de France. Ce prix de la recherche participative donnera également lieu, il y a un appel à communication en cours de la revue Participation qui s'intéresse plus largement à toutes ces questions de participation aujourd'hui. Donc un numéro spécial sur la recherche participative est en cours de production. L'appel à communication se tient jusqu'à la fin du mois de février. Et il est accessible sur le site de la revue de la participation. Je vais m'arrêter ici, je crois que j'ai épuisé le temps qui m'était imparti et peut-être que ce sera l'occasion de quelques questions. Je vous remercie de votre attention.
Merci, merci Marion. Et je sais que la voix, c'est pas terrible ce matin. Et donc, merci d'avoir pris le temps. Oui, oui, mais oui, 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 mais vraiment, merci d'être intervenu parce que je sais que c'est pas évident quand on a la voix un peu prise comme c'est votre cas. Merci beaucoup. On a à peu près 10 petites minutes pour éventuellement échanger avec la salle. Moi, je voulais vous remercier particulièrement parce que finalement, cette première intervention, c'est une introduction véritablement importante pour l'ensemble de la journée d'études qui va suivre. Et moi, je retiens surtout de ce que vous avez dit l'importance, quand on publie un appel à projet pour soutenir des projets de recherche participative, c'est d'avoir une idée assez claire de ce qu'on attend finalement et quels sont les critères qui vont être des critères d'évaluation importants pour la mise en place de ce type de projet. Ça me permet de dire quelque chose que je n'ai pas présenté tout à l'heure. Vous avez vu des images tout à l'heure, un film enfin, sur l'écran. Ce film, c'était la remise des prix de la Fondation des travaux historiques que nous avons créé il y a 2 ans à l'Académie des sciences morales et politiques avec l'École des chartes et le CTHS. Et à l'intérieur de cette fondation, nous avons un prix destiné aux sociétés savantes et à encourager, à supporter un projet de société savante. Et nous avons introduit dans l'appel à projet que vous pouvez retrouver sur le site du CTHS, nous avons introduit une dimension participative. Alors, sans vouloir être trop contraignant, nous avons indiqué que les projets présentés par des sociétés savantes avec une dimension participative, eh bien, seraient regardés de manière bienveillante d'une certaine manière. Donc c'est pour nous aussi l'occasion, à travers ce prix, c'est l'occasion de montrer combien le CTHS aujourd'hui est intéressé par cette approche participative et sa volonté finalement de la diffuser auprès de son réseau de sociétés savantes. Voilà, je m'arrête là. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, Sylvie. Merci pour cet exposé qui nous permet de nous décentrer un peu de nos problématiques peut-être parfois traditionnelles. Moi, je voulais vous poser la question de savoir si dans les publics que vous touchez via ces appels à projets, c'est pas une façon pour eux aussi de contourner une difficulté qui est celle de la relation avec les institutions, voilà, qui elles-mêmes mènent des appels à projets. Et je me suis toujours demandé dans quelle mesure les grandes administrations, par exemple le ministère de la Culture et les services patrimoniaux que je représente, n'étaient pas des grandes institutions un peu intimidantes et qu'il y avait un petit problème de confiance vis-à-vis de ces institutions et que ce n'était pas une manière... Bon, ces œuvres philanthropiques, de se dire il y a peut-être une autre voie. Alors, dans la recherche participative, devenir chercheur, pouvoir se présenter comme chercheur auprès des institutions, pour des personnes qui ont des problèmes divers et variés, c'est vraiment quelque chose qui pose une légitimité. Les gens sortent de leur position habituelle, on les regarde de façon très différente, et c'est ça qui va radicalement changer la donne pour ces personnes. Je vous invite à regarder un excellent film qui retrace l'histoire d'une recherche participative et qui est disponible en accès libre sur Internet, d'un collectif de personnes usagères de services de soins en santé mentale qui se constituent en collectif de recherche pour faire entendre leur voix. C'est une association qui s'appelle Advocacy qui a porté ce projet. Vous tapez sur Internet, ce film s'appelle Chercheurs en folie. Et montre comment les personnes se transforment au fur et à mesure du processus de recherche, sortent de ce qu'elles pensaient pouvoir faire. Enfin, véritablement, c'est à la fois très émouvant et très parlant sur ce que produisent les recherches participatives. Je vous invite vraiment à regarder ce film s'il fallait être convaincu de ce que peuvent produire ce type de démarche. Merci. Dominique Valérian, président de la Société des historiens médiévistes. Merci pour cette présentation très, très enthousiasmante de la recherche participative. Je vais vous demander si dans l'état de l'art dont vous avez parlé, il est question d'éventuelles difficultés
blocage dans ces projets, et en particulier dans la relation entre les chercheurs professionnels et les autres, et éventuellement des propositions pour soulever ces blocages. Alors, il en est question, je dois dire tout de même que l'état de l'art a été réalisé à partir de la littérature existante. Je pense qu'il faudrait développer beaucoup plus cette partie du travail. Je pense que Livio, qui vous parlera depuis l'expérience de l'Atelier des Jours à venir tout à l'heure, pourra vous documenter cette question et la façon justement pour les dépasser. Quand je parle des médiations, c'est comment dépasser ces difficultés. Oui, il faudrait un travail peut-être beaucoup plus d'enquête de terrain que l'état de l'art qui a été réalisé à partir de la littérature pour documenter ces questions qui sont abordées, mais moins dans le détail dans ce travail-là. Je vous remercie vraiment de votre attention et à nouveau je m'excuse de devoir vous quitter et j'aurais vraiment beaucoup aimé partager la suite de cette journée avec vous. Donc je vous souhaite de bons travaux. Merci. Merci à vous et vraiment merci d'être venu parce que je sais que finalement la date n'était pas idéale et donc vraiment merci d'avoir pu vous libérer. Bien, je vais demander maintenant aux intervenants suivants de nous rejoindre. Donc, l'Atelier des Jours à venir, Livio Riboli-Sasco et Maria Potier, qui vont nous présenter le programme des nouveaux commanditaires, sciences et le questionnement sur le patrimoine. Alors, j'avais, quant à moi, voilà, ça c'est un court extrait du film dont on vient de nous parler, Chercheurs en folie, que vous pouvez découvrir sur Dailymotion ou toutes les bonnes plateformes de lecture. Et puis, je vous invite aussi, pour plus d'informations, à vous rendre sur le site de la Fondation de France, démarche participative, partagez la parole, où vous retrouverez probablement l'appel à projet et tous les documents dont on nous a parlé. Merci beaucoup Marion, à bientôt. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant au programme des nouveaux commanditaires, alors que je connaissais moi par ailleurs dans une autre vie où je m'intéressais un peu plus à la culture et j'avais rencontré les nouveaux commanditaires à l'occasion de projets artistiques qui permettait l'association des habitants. Donc j'ai découvert un nouveau programme sciences et je crois que ce programme va intéresser les participants à cette journée. Est-ce que vous avez besoin que je présente quelque chose en film ou pas du tout? Bien. Est-ce que ça va si on parle sans micro ou pas? Vous nous entendez? Ah oui. Eh oui, oui. Ok. Oui. Voilà. Parfait. Je le fais. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je m'appelle Maria Potier et mon collègue Livio Riboli-Sasco. On fait partie de la coopérative L'Atelier des Jours à venir, qui est une coopérative d'intérêt collectif qui travaille sur les questions de recherche et sur comment on peut modifier les pratiques de recherche pour aller vers des pratiques qui soient plus réflexives, plus responsables et plus objectives. Et donc on a deux activités principales, donc une activité d'enseignement avec de la formation initiale et de la formation continue, et puis aussi une activité d'accompagnement de recherche participative dont on va vous parler aujourd'hui. Donc cette activité d'accompagnement de recherche participative, on l'a fait dans le cadre du programme Nouveaux commanditaires sciences. C'est un programme qui est financé par la Fondation de France et qui est mis en œuvre par l'Atelier des Jours à venir. C'est un programme qui en fait propose à des personnes de la société civile de porter une commande de recherche auprès de chercheurs académiques grâce au travail de médiateurs scientifiques. Donc Livio et moi, on est médiateurs et puis on est 4 au total à être agréés pour accompagner ces démarches Nouveaux commanditaires sciences. C'est un programme qui existe depuis 2012 et on accompagne aujourd'hui une dizaine de démarches en France et aussi un peu à l'étranger. Donc c'est un programme en fait qui s'inspire d'un dispositif beaucoup plus ancien de la Fondation de France, qui est le programme Nouveaux commanditaires art dont vous parliez.
Ce dispositif, il propose à des habitants de porter une commande artistique grâce au travail d'un médiateur artistique, donc qui est une personne qui vient du milieu de l'art et qui va légitimer la demande des habitants, qui va les aider à formuler leur commande artistique, et puis qui va identifier en fait un artiste ou une artiste qui pourrait répondre à la demande. Et ce médiateur a aussi un rôle de facilitation pour trouver des financements pour la réalisation de l'œuvre. Donc il y a à peu près 500 œuvres d'art qui ont été réalisées comme ça à travers l'Europe grâce à ce programme. Et en 2012, il a été décidé de décliner ce programme dans sa forme scientifique et du coup de proposer non pas de commander une œuvre d'art, mais de commander une recherche scientifique. Alors concrètement, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que médiateur? Une fois qu'on a identifié un groupe de personnes qui auraient envie de porter une commande de recherche, la première étape, c'est de les aider à définir leur question de recherche. Parce que bien souvent, ils ont une thématique ou alors ils ont une idée de question, mais il y a besoin de les accompagner pour préciser la question, pour parfois la délimiter un peu mieux. Et puis aussi, on regarde qu'est-ce qui existe déjà dans la littérature scientifique pour pouvoir positionner cette question par rapport à des travaux déjà existants. Ça, c'est un travail qui prend 1 à 2 ans selon les groupes de commanditaires, juste de définir en fait une question précise de recherche. Et une fois qu'on a cette question, notre rôle, c'est d'identifier des chercheurs qui pourraient essayer d'apporter une réponse. Donc ça va être un ou plusieurs chercheurs selon les démarches. On est souvent quand même sur des démarches interdisciplinaires où on va solliciter un collectif de chercheurs qui vient de différentes disciplines. Et on a un rôle aussi de convaincre les chercheurs de participer à ces démarches parce que ce n'est pas quelque chose qui est très répandu pour des chercheurs de répondre à des sollicitations de collectifs non-chercheurs, on va dire. Et en plus, souvent les chercheurs ont un agenda assez chargé à court et à moyen terme. Voilà, donc on a ce rôle de les convaincre. Et puis une fois qu'ils acceptent de venir rencontrer les commanditaires et de rentrer en dialogue avec eux, on est aussi garant du fait qu'il va y avoir une co-construction d'un projet de recherche qui va se tenir dans le temps. C'est des démarches qui sont assez longues. On est sur des temporalités de 5 à 10 ans. Et donc nous, on est vraiment garant du fait que le dialogue continue parce que l'objectif, c'est pas que les chercheurs prennent la question et puis qu'ensuite ils retournent dans leur labo et qu'ils répondent tout seuls à la question. C'est de partager aussi comment on fait de la recherche, le processus de production de connaissances, et puis de faire dialoguer les savoirs expérientiels des personnes avec toutes les méthodes et toute la rigueur qu'apportent les scientifiques. Tu veux dire un mot sur les financements? Oui. Alors, à la fois un petit mot sur les financements et puis répondre un petit peu à la question anticiper la question des obstacles que vous aviez mentionnés. Comme disait Maria, on vient solliciter des chercheurs, on vient solliciter des équipes de recherche donc universitaires ou alors des INSERM, CNRS, des grands instituts, donc soit enseignants-chercheurs, soit chercheurs. Et on fait face à une grande difficulté. C'est que la plupart, en fait, ils sont complètement saturés, ils sont complètement sous l'eau. Ils nous disent, bon, j'aurai éventuellement un petit peu de temps, mais dans 2 ans, parce que là, mes 2 prochaines années sont déjà complètement prises. Donc, un des leviers qu'on a, c'est que en tant que médiateur, on a fait un cursus académique, pour certains d'entre nous, on maintient une activité académique de recherche, on est vu comme des pairs de ces chercheurs, et on va travailler avec eux au dépôt de projets, au dépôt de demandes de financement, pour obtenir des financements, soit de bourses de stagiaires de master, soit par exemple de bourses de thèse ou de post-doctorat. C'est quelque chose d'assez inhabituel, on va dire côté médiation, d'aller justement dans le détail de l'instruction de la demande de financement de recherche auprès d'agences qui, disons-le aussi au passage, ne veulent pas financer le travail que nous faisons en tant que médiateurs. Parce qu'on va aller par exemple auprès de la région Nouvelle-Aquitaine qui finance des démarches qui sont inscrites dans la société, ils vont financer que 50% du coût pur de recherche. Bon, pour autant, c'est quelque chose qui paye parce que si la Fondation a jusqu'à présent, au cours des 8 dernières années, mis entre 300 et 400 000 euros de subventions pour le travail de médiation, on a réussi à lever 1 100 000 euros de financement direct, indirect pour la production de la recherche. Donc l'investissement dans du travail de médiation, qui est parfois
lourd et coûteux, c'est vrai, inhabituellement coûteux pour ce genre de démarche, permet pour autant de générer, d'attirer des financements plus classiques de recherche pour que de la recherche soit produite à la demande des groupes de citoyens. On insiste aussi sur le fait que ce montage, il permet justement de faire venir des collectifs de chercheurs qui, au départ, n'étaient pas, on ne les avait pas pré-identifiés. Ce n'est qu'une fois qu'on a une question d'un groupe citoyen qu'on commence à aller à la pêche. Dire, tu ne connaîtrais pas un chercheur qui s'intéresse à la soudure, l'autoconstruction de machines agricoles ? Attends, tiens, tu pourrais demander à un tel qui s'intéresse au machinisme agricole, la traction animale. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais peut-être que... Voilà. Et puis ça, c'est une démarche qui va prendre 6 mois, 1 an. Voilà. Mais donc là, on arrive face à la recherche et on dit, bon ben voilà, il faudrait se mettre au boulot, s'il te plaît. Et c'est là où ce travail aide. Ce qui est aussi important dans ce qu'on met en œuvre et qui est là encore inhabituel, que par exemple dans le dispositif qu'a mentionné Marion, dispositif CO3 de co-construction de connaissances, là aussi qui n'est pas couvert, mais qui est couvert dans le programme Nouveau Commanditaire, c'est qu'on fait un travail pour aller vers des collectifs qui sont des collectifs pas nécessairement organisés sous forme d'association, qui n'ont pas forcément les compétences socio-culturelles, pour faire bref, mais qui vont les amener facilement à monter un projet de recherche. CO3, par exemple, va facilement financer des collectifs, des associations militantes sur des questions environnementales, qui sont déjà quand même sacrément bien équipés, qui ont déjà des contacts avec des chercheurs et qui sont à même déjà de déposer un projet avec des chercheurs. Nous, on va aller chercher des collectifs et on va vous donner quelques exemples. On travaille par exemple avec un bidonville à Lisbonne. Bon, c'est pas un collectif qui a ni une association, ni qui est organisé, ni qui a des contacts, encore moins pour aller solliciter un labo de recherche à La Rochelle en France pour faire une recherche en hydrodynamique sur la question de l'embouchure du Tage. Voilà. C'est des choses qui n'adviendraient pas s'il n'y avait pas un fort travail. Et alors, ce qui est là encore très compliqué, c'est un fort travail en amont d'avoir défini le projet. Et là, c'est là où on a, et même en interne à la Fondation de France, on a souvent des grosses questions, c'est pourquoi irait-on financer un travail de terrain si on ne sait même pas sur quoi ça va être. Et on sait encore moins ce que ça va donner. Voilà. Mais c'est un pari, et jusqu'à présent, c'est un pari qui marche. Mais encore, la plupart des financeurs, on leur dit, bon, on va travailler avec tel groupe-là, mais alors, je ne sais pas si ça va être une question d'économie, d'érosion du littoral ou d'autres choses. Donc l'exemple duquel on voulait parler, sachant qu'on s'intéresse pendant cette journée sur des questions de patrimoine, c'est justement un projet qui est parti du travail que menait la mairie de la commune de Bidart sur la côte basque jusqu'au sud de Biarritz sur son patrimoine. Ils ont lancé une démarche d'inventaire avec les services d'inventaire de la région Aquitaine, actuellement Nouvelle-Aquitaine. Et en même temps, ils rénovaient leur bibliothèque et la directrice des services de cette petite commune, 7000 habitants, s'est dit je rarrête. C'est bon, c'est bon. Il se disait tiens, une bibliothèque classique aujourd'hui, c'est pas à la mode. Il faudrait qu'on fasse un tiers-lieu, un lieu de participation. Ils savaient pas trop quoi faire, quoi. Bon, bref. Par des hasards de contact, ils ont pris contact avec nous. On leur a exposé le programme Nouveau Commanditaire. On a été très très clair. C'est pas la mairie qui va décider. Si vous nous contactez, nous médiateurs, on va inviter des habitants de la commune et d'autres communes. S'il y a des voisins qui veulent venir, pourquoi pas. Et c'est eux qui décideront de la question, c'est eux qui décideront de la dynamique, c'est pas monsieur le maire. Ok ? Voilà, c'est la participation, on part du terrain. Ils ont accepté, et c'est comme ça qu'on a commencé à inviter des habitants qui sont venus à des réunions où on a parlé patrimoine, de façon très large. On a eu à peu près une vingtaine, jusqu'à une trentaine d'habitants qui sont venus sur une population de 7000 habitants, donc c'est quand même, c'est significatif, et avec une très grande diversité de personnes. Des personnes âgées, des jeunes de moins de 20 ans, des gens installés sur la commune depuis des décennies, tout comme des personnes qui venaient d'y arriver depuis 6 mois, des hommes, des femmes, des techniciens de la mairie, des élus de l'opposition. Donc voilà, c'était vraiment très large.
Et c'est avec ces gens-là qu'on a petit à petit travaillé une question. Et Maria va vous en dire un peu plus sur cette méthode pour partir d'une simple curiosité. Tiens, oui, on s'intéresse à notre patrimoine, juste à une question qui va permettre de contacter des chercheurs universitaires. Donc on est parti de cette thématique du patrimoine et pendant les premières réunions, on s'est un peu demandé qu'est-ce qui, selon eux, fait le patrimoine de Bidart, qu'est-ce qui est leur patrimoine. Et au début, les habitants ont cité tout un tas de choses qui pour eux faisaient partie du patrimoine. Donc il y avait la langue basque, les chants et les danses basques, des fêtes de village, des plats culinaires, mais aussi des façons de vivre ensemble. Il y avait un peu l'idée d'une identité basque qui ressortait avec des valeurs de solidarité, d'entraide. Il y avait aussi des éléments un peu plus poussiéreux peut-être de l'histoire de Bidart, notamment la chasse à la baleine. Sur le blason de Bidart, il y a un harpon qui est représenté. Voilà, donc plein d'éléments comme ça qui sont sortis. Et puis on se demandait quand même, enfin aussi la pelote basque, on se demandait qu'est-ce qui faisait en fait la spécificité du patrimoine de Bidart, parce que là dans toutes les choses que je vous ai citées, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont plus largement, qui font partie du patrimoine basque et pas de la commune. Et nous on souhaitait quand même s'intéresser à cette échelle de la commune. Et puis il y avait aussi, les habitants aussi parlaient de comment c'était Bidart avant, qu'il y avait beaucoup moins d'habitations. Il y a eu un essor des constructions urbaines très fort dans les 60 dernières années. Donc voilà, ils parlaient des souvenirs de leurs grands-parents qui habitaient dans des fermes, qui traversaient des champs pour aller au centre du village, que maintenant c'était plus comme ça. Donc on sentait aussi qu'il y avait un intérêt pour ce qui a changé, et pas uniquement pour des éléments de patrimoine statique, mais comment est-ce que la commune a évolué. Et puis au cours de ces réunions, donc il y en a eu plusieurs, et à un moment on leur a présenté un travail d'une ethnologue qui s'appelle Aïtspea Leisaola, qui est une ethnologue qui s'intéresse aux questions transfrontalières et puis d'identité, notamment au Pays Basque. Et elle, dans son travail, elle décrit comment l'essor du tourisme au Pays Basque au début du 19e siècle s'est venu générer des stéréotypes et renforcer des stéréotypes, parce qu'il y avait donc ce contact entre la société locale et le tourisme. Et en fait, les touristes venaient à la recherche d'imaginaires touristiques, c'est comme ça qu'elle les appelle, donc avec des espèces de clichés de qu'est-ce que c'est que le Pays Basque. Et donc ça a renforcé en fait des traditions qui n'étaient pas forcément très présentes au début, parce qu'il y avait les touristes qui venaient pour ça. Donc de découvrir ce travail, ça a aussi changé le regard qu'avaient les commanditaires sur leur patrimoine. Et puis, donc avec tous ces éléments-là, on a essayé avec Livio de leur proposer une question de recherche. Sachant qu'une chose qui sortait assez fortement aussi dans ces réunions, c'est que les personnes avaient envie d'aller interroger les anciens de la commune sur les souvenirs qu'ils avaient des évolutions de Bidart au cours de leur vie. Donc ça sortait vraiment régulièrement en réunion de dire « Ah, mais il y a telle personne qui habite à tel endroit, qui est décédée, il faut qu'on se dépêche. Il y a la mémoire de Bidart qui est en train de mourir, il faut qu'on aille recueillir ces témoignages. » Et donc ça nous donnait aussi une échelle de temps, en fait, de qu'est-ce qui intéresse les habitants. Ils avaient envie de s'intéresser aux évolutions de Bidart depuis leurs grands-parents jusqu'à maintenant, peut-être. Donc avec Livio, on leur a apporté une proposition de question qui était de s'intéresser aux transitions agricoles et touristiques sur la commune au cours du XXe siècle et de regarder en quoi ces transitions elles ont impacté les paysages, l'urbanisme, le vivre ensemble, etc. Puisqu'il y avait aussi ces images assez prégnantes d'un Bidart qui était très agricole avant et qui maintenant est principalement touristique. Donc on a apporté cette proposition et les habitants étaient d'accord pour partir là-dessus, pour partir de cette question-là. Donc l'étape d'après, c'était de solliciter des chercheurs et des chercheuses. Alors la première personne qu'on a fait venir rencontrer les commanditaires, c'est Terecha Lecumberri, qui travaille à l'Institut culturel basque. Et elle est spécialisée dans la collecte de témoignages au Pays Basque. Elle fait des collectes uniquement en basque d'ailleurs. Et donc elle est venue rencontrer les commanditaires pour leur raconter son travail, en quoi ça consiste de faire une collecte de témoignages. Elle a vraiment beaucoup parlé de la méthode et de qu'est-ce que ça implique. Il n'y a pas juste le moment en fait, où on recueille le témoignage. Il y a aussi un travail en amont, d'aller rencontrer la personne, de tisser un lien de confiance avec elle, de réfléchir à la grille d'entretien, quelles questions on va lui poser, quelles thématiques on a envie d'aller creuser. Et puis aussi tout le travail qu'il y a derrière d'annoter
les thématiques qui ont été abordées, de dire à quelle minute dans l'enregistrement on peut réentendre des phrases sur tel ou tel thème, etc. Donc suite à son intervention, les habitants étaient toujours très enthousiastes et avaient envie d'aller récolter ces témoignages, et on leur a proposé d'organiser une formation pour qu'ils puissent le faire en suivant une méthodologie qui soit rigoureuse et puis aussi qui soit respectueuse des personnes qu'on va aller interviewer. Donc on a fait venir Anaëlle Guérin, qui est une historienne qui propose des formations à la collecte de témoignages. Et on a eu une formation sur 2 jours où on a formé une petite dizaine de personnes, donc à la fois des techniciens de la mairie et puis des habitants. Et ensuite, ils ont constitué des binômes. Et cette formation, elle a eu lieu en novembre, je crois, novembre dernier. Et depuis, il y a déjà 5 témoignages qui ont été recueillis. Donc c'est quelque chose qui est en cours actuellement. On avait envie aussi de pouvoir confronter les impressions qui vont sortir de ces témoignages à des données plus quantitatives sur les évolutions de Bidart. Et donc on est allé solliciter des géographes du LADIS, donc c'est un laboratoire à Paris. Et donc ces personnes-là, elles enseignent dans un master de géographie, et elles ont proposé dans le cadre d'un cours de cartographie à une vingtaine d'étudiants de travailler sur la commune de Bidart. Donc ces étudiants, pendant ce cours, ils ont analysé des photographies aériennes de Bidart de 1938, je crois, à 2018. Et donc avec ces photos aériennes, ils ont pu déterminer quelle était la part des terres qui étaient utilisées pour les cultures, à quel point s'est étendue la construction dans Bidart, etc. Et donc ils ont fait ce travail à distance, en fait, à partir des cartes. Et ensuite, ils sont venus passer 2 semaines à Bidart, donc ils repartent aujourd'hui, je crois. Ils sont venus passer 2 semaines à Bidart pour confronter ce qu'ils voyaient sur les photos aériennes à un travail de terrain, et puis aussi en allant interroger des gens dans la rue ou des gens avec qui ils avaient pris rendez-vous pour valider leur travail et puis pour avoir peut-être des nouvelles hypothèses. Donc ils ont fait un travail pendant 2 semaines qu'ils ont fini par présenter aux habitants et à la mairie hier. Donc on était à Bidart pour ça. Et c'était très intéressant de voir ce qui ressortait de ce travail. Ils ont notamment aussi été voir quels sont les univers sonores de la commune, d'essayer d'avoir une approche un peu sensible de la géographie. Voilà. Et puis aussi pour compléter cette myriade de personnes qui sont intégrées dans la démarche plus d'un point de vue recherche, il y a une personne qui au départ était parmi le groupe des commanditaires, donc Enzo Bardi, qui a repris des études en ethnologie pour s'intéresser à ces questions de patrimoine à Bidart, tout en pouvant travailler dessus dans le cadre de son mémoire. Donc lui, il s'intéresse au rapport qu'ont les jeunes Bidartards de moins de 30 ans à leur patrimoine, ce qui vient compléter l'image qu'on aura peut-être avec tous ces entretiens auprès d'anciens de la commune. Et enfin, on a été contacté récemment par 3 étudiants en architecture à Paris qui ont envie de faire leur projet de diplôme sur la commune de Bidart et qui avaient envie de partir, non pas de venir parachuter leur image de Bidart et de ce qu'on pourrait y faire d'un point de vue complètement extérieur, mais qui souhaitaient être en lien avec les habitants et pouvoir partir de leurs demandes à eux. Voilà, et donc ils sont venus rencontrer les étudiants en géographie, rencontrer des habitants et puis se présenter. Donc ils ne savent pas encore comment exactement ils vont greffer leur travail là-dessus, mais ils participent à la dynamique. Pour dire quelques mots de synthèse et de conclusion, bon, cet exemple il donne plusieurs traits caractéristiques des programmes nouveaux commanditaires. Certains que j'ai mentionnés déjà, j'insisterai sur l'aspect, comme on le voit bien, d'une grande pluridisciplinarité dans la recherche qui est convoquée. Par ailleurs, quand même, on insiste bien sur ce fait-là, c'est que nous travaillons exclusivement avec des chercheurs d'institutions publiques de recherche qui sont pour nous, dans ce programme-là, les garants d'une qualité méthodologique
dans la réalisation de la recherche, qui sont aussi les garants d'une possibilité de travail sur du très long terme. On est sur des temps longs, et donc c'est impossible pour nous de donner la responsabilité de tels projets, par exemple, à des étudiants de master, même à des doctorants. La responsabilité est portée par l'encadrant de thèse ou l'encadrant de postdoctorat, qui va permettre qu'on reste en contact au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, dans ce cas-là, les étudiants sont venus pendant 2 semaines, en effet, mais on reste en contact avec les enseignants-chercheurs de l'Université Paris Diderot qui les ont cadrés pour réfléchir aux suites à donner maintenant qu'on a la connaissance qu'ils nous ont donnée, la quantitative sur les transitions. On ne s'arrête pas là. Ça pose d'autres questions sur ce qu'ont été les transitions de Bidart au XXe siècle. Un aspect important qu'a aussi mentionné Maria, c'est tout ce travail pour venir formuler la question. Parce que les groupes, ils n'ont pas en soi une question qui intéresse. En fait, si on était venu, ils ont une question sur le patrimoine, on aurait des géographes, ils auraient dit ok, merci, mais on en fait quoi? Alors qu'en fait, là, la traduction de l'intérêt sur les questions patrimoniales en intérêt sur des questions paysagères et de transition dans les paysages a permis de solliciter les géographes et de venir, en tout cas hier, quand les travaux des étudiants ont été présentés aux habitants commanditaires, ils en étaient ravis. Ils se disent, mais oui, ça illustre ce dont on avait l'intuition, mais dont là, on voit des chiffres, on voit des données, on voit qu'il y a eu des périodes charnières. Enfin, ça commence à tisser des liens avec aussi ce qui est fait en termes de collecte de patrimoine de personnes anciennes. Ce qui est aussi important, c'est qu'on a se sont mobilisés et commencent à développer une forme, le terme est toujours difficile à choisir, mais disons d'expertise, des personnes qui s'intéressaient aux questions du patrimoine, mais qui n'avaient qu'une simple curiosité, qui n'avaient qu'à raconter les mémoires de famille, la façon dont elles ont vécu le village, ou dont elles ne font que commencer à le vivre. On l'a dit, on a des personnes qui sont des jeunes, qui sont des personnes récemment installées sur la commune. Et ce processus-là, long, permet de les équiper à la fois quand même, je dirais, de les équiper intellectuellement, de leur donner des outils qu'on utilise dans une discussion académique. Ça n'en fait pas des académiques, bien évidemment. Ça permet aussi quand même de les conforter dans des positionnements, dans le fait d'oser poser des questions, oser critiquer, oser contredire aussi, parce qu'eux connaissent mieux la commune que les étudiants qui sont là, ou même que les chercheurs qui viennent. Les outils pour débattre, faire en sorte qu'ils osent même orienter le travail des chercheurs pour dire mais non, mais en fait ce qui nous intéresse c'est plutôt ça. Et enfin, je dirais que ça a un impact politique aussi plus large. Ça fait que ce sont des personnes au sein d'une communauté plus large, d'habitants d'une commune, qui voient toute la valeur de venir chercher de la connaissance pour se positionner, parce que si Bidart se pose cette question, c'est bien qu'ils sont en train de se dire et qu'est-ce qu'on fait demain? Ça, c'est pas la recherche qui va répondre à qu'est-ce qu'on fera demain. Mais une meilleure connaissance des transitions qu'ils ont vécues va les équiper. On est en pleine élection municipale. Bon, on avait tout le monde qui était là, l'opposition, la majorité, et ils voyaient bien que voilà, ça vient nourrir. De façon assez intéressante, les deux équipes, là, pendant les élections municipales, ont décidé, toutes deux, les deux listes, de faire des réunions participatives, avec une animation faite par des professionnels extérieurs à la commune. Moi, quand on a vu ça, on s'est dit, waouh, il y a un joli impact en fait. Parce qu'on transforme aussi la façon de faire du politique. Voilà. Bon, là, on est tout à fait, nous, dans la légitimité qui est d'acteurs médiateurs externes au monde académique, missionné par la Fondation de France, qui cherche à faire un impact social et politique. Ils n'utilisent pas toujours ce terme-là, mais bon, nous, on se permet de le mettre. Donc voilà. Juste aussi pour dire, on vous a donné 7 exemples sur le patrimoine, mais les thèmes ou les disciplines couvertes sont très très larges. On a de l'hydrodynamique d'embouchure de rivière, comme on a des questions d'économie, sociologie, comme on a des questions de linguistique appliquée à l'orthophonie, de sciences de l'éducation, d'écologie, c'est large, de santé aussi. Voilà, donc on va dans des thèmes extrêmement larges. Est-ce que tout thème de recherche peut être ouvert à ce genre de démarche? Non, clairement pas.
Mais en tout cas, on peut aussi se laisser surprendre des chercheurs se sont laissés surprendre sur l'apport de la participation. Typiquement, l'hydrodynamique de l'embouchure du Tage. Et bien, en fait, ils ont vu des choses qu'ils ne voyaient pas. Ils ont pu développer des modèles qu'ils n'auraient pas développés sinon, des modèles physiques qu'ils sont en train d'appliquer sur la Gironde. Voilà, bon, ça crée aussi des choses improbables et ça surprend les chercheurs. Ça fait qu'il faut changer les habitudes de travail des chercheurs. Et là, on vient à un des obstacles que vous mentionniez, que peut-être l'étude qu'a fait la Fondation, qui s'est uniquement intéressée, je dirais, à des projets qui marchent, a peut-être pas vu, c'est l'énorme difficulté qu'il y a en fait à solliciter, à mettre en action le monde de la recherche autour de ces questions-là. Il ne faut pas se le cacher, quoi. Voilà. Merci. Pardon. Merci beaucoup. C'était passionnant et extrêmement clair, me semble-t-il. Donc vraiment merci pour ça. Je retiens plusieurs petits points. L'intérêt, alors je sais que c'est pas uniquement ce qui compte, mais l'intérêt financier malgré tout de s'inscrire dans ce type de démarche, parce qu'aujourd'hui, il est vrai que les décideurs politiques qui distribuent des subventions, qui font des appels à projets, sont de plus en plus sensibles à cette approche participative. Donc vous avez raison de le mentionner. Quand vous arrivez avec un projet, avec une dimension d'association des habitants, des citoyens, c'est quand même un plus malgré tout pour espérer obtenir un financement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel j'ai aimé que vous interveniez, c'est sur l'importance des archives orales. C'est vrai qu'aujourd'hui, les sociétés savantes ont une pratique où le bulletin, l'article écrit est un élément fondamental, où la conférence est un élément fondamental, et finalement, il y a beaucoup de mémoires qui peuvent se perdre avec la disparition d'un certain nombre d'habitants âgés, et il est fondamental de s'inscrire dans ces logiques d'archives orales. Alors moi, je m'intéresse à ce que vous avez dit comme délégué général du CTHS, mais il s'avère que je suis élu local. Alors, j'ai pas la chance d'être à Bidart, hein, mais bon, voilà, c'est bien quand même. Et je me demandais tout à fait, sans intérêt aucun, comment fait-on quand on est un groupement de citoyens et qu'on se pose qu'on se pose une question, qu'on a envie de se lancer dans une démarche participative? Et moi, ce que je retiens de votre intervention, c'est que l'accompagnement, il est fondamental, qu'il faut avoir des professionnels, d'ailleurs comme beaucoup, hein, et la démocratie participative aussi, on s'est rendu compte que c'était pas seulement réunir des gens dans une salle, mais qu'il fallait avoir des animateurs qui provoquent le débat, le questionnement, que c'est un métier hein, en tant que tel. Comment, j'allais dire, fait-on pour vous mobiliser? C'est-à-dire un groupement de citoyens peut vous appeler, va sur le site internet et se dit tiens, on aimerait vous approcher et voir un peu comment vous pourriez nous accompagner. C'est aussi simple que ça. Et voilà, j'en termine là et ensuite je laisse la parole au public évidemment. Question piège. Question piège parce que oui, bien sûr, vous pouvez nous contacter. On est dans une phase de transition. Marion Benamo développe le programme participation à la Fondation de France. Je vais être très sincère, aujourd'hui, on ne développe pas de nouvelles démarches, nouveaux commanditaires sciences, malheureusement. Nous souhaiterions le faire, mais on est en phase de transition et on espère de transformation du programme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait prendre des expressions comme ça d'intérêt et dire bon, très bien, on vous accompagne, comme on l'a fait là avec Bidart, et on voit où on va. Et puis quand on a quelque chose d'assez consolidé, on déroule un accompagnement une fois que la question est posée avec la Fondation. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous donner, à part de dire contactez-nous, on peut essayer ensemble de trouver des financements pour le faire. Et on espère surtout que dans les transitions internes à la Fondation de France, ce genre de programme pourra être amené à se structurer sous forme peut-être de guichets, soit de guichets territoriaux, soit de guichets nationaux, pour recueillir ces expressions d'intérêt. Après, tout collectif qui a quelque chose quand même d'un peu mûr et sur lequel on pourrait aller ensemble chercher des financements, on est prêt à le faire. Aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans sur une phase un petit peu expérimentale où on pouvait lancer des projets comme ça, on ne peut pas le faire. Voilà.
D'accord. Bah écoutez, s'il y a C'est- une pétition à signer, il y a 40 personnes qui sont prêtes à le faire. C'est souligner l'intérêt de cet accompagnement amont quand les choses restent encore floues, mais qu'il y a quand même on identifie une volonté de collectif, d'habitants, citoyens, élus, de faire quelque chose, et que des acteurs comme des fondations se disent, en fait, on accompagne l'expression de cette demande sociale qui est encore floue. Voilà. Bien. Oui, juste, je voudrais prolonger la question de M. Marion. Bon, moi j'ai apprécié, disons, la démarche, hein, bien évidemment, et je pense la salle. Bon, vous savez, il y a des villages de caractère et des régions de caractère. J'observe dans votre exemple que le village de Vidar, dans la région, je ne sais pas si c'est vraiment le Pays Basque, a effectivement amorcé cette démarche avec vous. C'est très bien. Alors je ne sais pas s'il y a des Corses dans la salle. Je suis en train de... C'est la question que je me pose. Et d'autres régions, d'autres villages pour lesquels ces démarches pourraient largement les inspirer. Puisque la France est un beau pays, avec riche de son patrimoine. Voilà. Bon. Pas de Corse. Je pense que c'était pas propre à la culture basque. Je dirais d'autant plus que c'est intéressant, en fait, les deux personnes qui ont vraiment lancé l'idée de faire quelque chose de participatif autour du patrimoine sont deux techniciennes de la mairie qui ne sont pas basques, au sens que voilà, c'est des personnes qui sont venues travailler là depuis quelques années, mais qui ont plus vu l'intérêt du développement de démarches participatives. Voilà. Et je pense que ça serait vraiment faisable partout. L'important est même pas d'avoir... Bidart n'a pas en soi, je dirais... vraiment un patrimoine au sens classique, et ils s'en rendaient compte, mais ils avaient envie de se poser des questions sur ce qu'ils étaient. À la différence d'autres communes, ils n'avaient pas de musée, ils n'avaient pas, voilà, mais en fait c'est plus s'interroger sur qu'est-ce qu'on a été, qu'est-ce qu'on va être, et voilà. Et ça c'est une question qui est accessible à tous et toutes. Merci beaucoup pour votre présentation qui est vraiment très très enthousiasmante. Je suis Hélène Chauveau, je suis chercheuse géographe à la Boutique des Sciences, qui est un dispositif de l'Université de Lyon qui fait un peu comme vous, mais sur une échelle de temps beaucoup plus courte, et on accompagne qu'une dizaine de projets par an, mais c'est aussi des associations qui nous sollicitent. Et on encourage, enfin on accompagne des masters à faire leur stage de master. Donc voilà, c'est beaucoup moins. On adorerait pouvoir les accompagner sur 5-10 ans. D'ailleurs, c'est souvent le reproche qui nous est fait, qu'on ne peut pas accompagner sur un pas de temps plus long, etc. Mais comme vous avez dit, il y a un enjeu énorme en fait, qui est de trouver du temps de chercheurs et de l'argent quoi, pour faire ça, parce que ça coûte. Enfin voilà, c'est super de pouvoir impliquer autant de personnes et tout ça, et sans voir exactement vers quelle rentabilité en termes de publi ou quoi on peut avoir. Et du coup, je me demandais un peu bon, c'est une question un peu comme ça aussi à tout le monde. Voilà, quelle perspective on a aujourd'hui, sachant le format de LPPR qui est dans les tuyaux aussi, etc., qui va quand même pas aller en favorisant la pérennité des programmes et des postes, etc. Et du coup, comment faire quand on est à l'intérieur des institutions? Voilà, vous êtes une coopérative, c'est un format super intéressant. Après, j'ai l'impression que vous questionnez quand même sur votre modèle économique, mais moi, étant à l'université, pareil, on se demande comment pérenniser ce genre de projet, sachant qu'on ne peut pas en prouver la rentabilité tout de suite. Et enfin, voilà, c'est un questionnement un peu global sur comment financer ces démarches participatives qui sont, on le voit, super intéressantes, quoi. On se répartit un peu les tâches avec Maria et ma collègue Claire. On travaille un peu sur ces questions-là de lobbying institutionnel. Alors il y a le réseau Alice qui fait un peu de lobbying sur ces questions, notamment sur la LPPR, avec je ne sais pas quel succès. La loi pluriannuelle de programmation de la recherche. C'est une loi qui va cadrer les évolutions à venir du monde de la recherche, qui est très critiquée dans le monde académique actuellement. On travaille pour autant avec des universités, notamment avec l'université de Strasbourg, mais qui est en lien avec l'université de Lyon, sur comment les universités elles-mêmes peuvent s'équiper sur des modèles qui iraient plus loin en effet que des modèles boutiques de sciences, qui sont très bien, mais qui en effet qui ont leurs limites également en termes de temporalité d'implication des étudiants sur des projets relativement courts. Et donc on travaille par exemple avec Strasbourg pour vraiment réfléchir à de quel type de postes, de personnes
l'université pourra avoir besoin pour se positionner un peu dans le travail qu'on fait nous de médiation, être à l'écoute de son territoire, accompagner des projets sur la durée. La question de la durée, c'est pas tant nécessairement une question de financement, parce que je pense que si on arrive, si on arrive à accompagner des projets qui ont bien mûri et qui sont solides scientifiquement, et ben en fait ils sont éligibles au financement classique de recherche. Par contre, il faut les accompagner. Et il faut soi-même, en tant que médiateur, médiatrice, être extrêmement convaincant vis-à-vis des équipes de recherche sollicitées pour qu'elles l'incluent dans leur travail pérenne de recherche. Et c'est là où on a besoin, c'est pas pour se glorifier, mais d'avoir des médiateurs qui ne sont pas du tout les médiateurs scientifiques qu'on entend dans les musées de sciences. En fait, c'est des médiateurs qui sont des collègues académiques. Moi, quand j'ai dû négocier un programme de 3 ans avec l'Université de La Rochelle sur l'hydrodynamique du TAJ, le collègue m'a demandé de faire une conférence sur des questions d'interdisciplinarité dans la formation, qui est un autre axe sur lequel on travaille. Donc c'était important qu'en tant que médiateur, on apparaisse comme des pairs académiques vis-à-vis des collègues des laboratoires. Et c'est vrai qu'au quotidien, Maria et moi, on est tout le temps en train de discuter des méthodologies, de la déontologie de la recherche, parce que des fois, ça... Voilà, c'est bien, on implique les étudiants de master, alors l'anonymat des entretiens, ah ouais, on l'a respecté, mais on peut vous donner le numéro de téléphone des personnes. Okay. Donc on va aller travailler vraiment sur quelle méthodologie. Donc, voilà. Et ça, je pense que l'université pourrait être en capacité de s'équiper. Après, c'est vrai que nous, on s'est formé en coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une coopérative à but non lucratif, qui a des bénévoles par ailleurs, parce qu'il n'était pas possible, en tout cas en 2012, de mettre en œuvre un tel programme dans la structure de l'université. Et on s'inspirait de modèles plutôt autrichiens où les universités en fait créent des structures de type entreprise juste pour se donner la flexibilité de fonctionnement. On a refusé l'association parce que nous, les employés, c'est notre travail, on en est aussi les acteurs et les dirigeants. Et c'est ce que ce format de coopérative d'intérêt collectif permet, au contraire des associations, tout en étant dans le même régime fiscal que l'association. Oui, moi je voulais poser la question des relations avec les institutions qui habituellement accompagnent sur le long terme ce type de projet. Vous avez cité le service régional de l'inventaire, qui est un ancien service du ministère de la Culture transféré depuis 2007 au Conseil régional. Et les représentants du ministère de la Culture en région, qui sont les DRAC, ont des services patrimoniaux qui financent de leur côté des programmes de recherche-action. Est-ce que dans votre exemple, ils ont été contactés? Ont-ils répondu favorablement ou est-ce que vous avez senti un décalage? Voilà. C'est très bref, qu'on n'a pas le temps. Ils ont été informés de la partie participative, ils se sont dit intéressés, pour autant on ne les a jamais rencontrés. Et l'inventaire qui a été fait s'est centré sur du bâti architectural, qui sont des maisons en fait secondaires, qui la plupart n'appartiennent pas à des résidents permanents de Bidart. Et donc en fait, il y a une sensation de disjonction en fait entre ce à quoi l'inventaire s'intéresse, qui est quelque chose de privé, même souvent derrière des palissades ou des haies, et qui est très peu vécu par les habitants de la commune. C'est pour ça qu'on est aussi parti sur d'autres questions que l'inventaire bâti, même si le résultat de cet inventaire intéresse les habitants. Mais en fait, on est loin de ce qu'ils vivent et des questions qu'ils se posent. Je ferai bref, point. Merci. Oui, vous évoquez la difficulté pour faire participer des chercheurs. Vous savez que les chercheurs sont évalués en permanence au moment de leur recrutement et ensuite au cours de leur carrière. Et ça va sans doute aller en s'accentuant si la LPPR passe, puisque cette évaluation va participer de la compétition exacerbée que l'on souhaite, que certains souhaitent entre chercheurs. Et le problème, c'est que ces activités de recherche participative, collaborative, ne sont pas du tout prises en compte dans les évaluations ou alors vraiment de manière marginale. Et donc, si l'on veut que les chercheurs s'investissent, il faut que ce travail soit valorisé dans leurs activités, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et vous parliez de lobbying, je crois que ça, c'est un point à soulever auprès des pouvoirs publics et du ministère de
l'enseignement supérieur de la recherche, pour que ça soit pris en compte dans ces évaluations, pour que les gens acceptent de prendre du temps dessus. Sinon, ils ne le feront pas. Alors c'est vrai ce que vous dites, mais pour contrebalancer, on a été contacté l'année dernière par une personne qui travaille dans une équipe de recherche à Port-Royal, qui travaille sur des questions de santé des enfants prématurés. Et là, ce qu'elle nous a dit, cette chercheuse, c'est qu'en fait, dans les revues où ils publient, les revues sont de plus en plus en demande que leur travail soit fait en lien avec les parents des enfants qui sont impliqués dans leur recherche. Et du coup, là, c'était l'inverse. Il y avait une pression de la part des revues de dire on a besoin que vous vous impliquiez plus les parents. Et eux, ils ne savaient pas comment faire en tant que chercheurs pour rentrer en contact avec ce public de manière pertinente. Et du coup, ils nous ont demandé d'intervenir pour raconter comment nous, on proposait des projets de recherche participative où il y a une participation forte. Donc on commence aussi à avoir cette demande des chercheurs de se demander mais comment on fait pour impliquer les personnes de la société civile. Oui. Des charges de l'enseignant-chercheur sur des projets, 2 heures. 2 heures, il avait passé 20 jours. Voilà. Non, ça explose. Toutes les injonctions contradictoires, ça explose. Merci beaucoup. De manière très ponctuelle, je voulais savoir quelle est la partie des projets en sciences humaines et sociales par rapport aux projets en sciences dures que vous suivez. Je dirais que c'est majoritaire. Ouais. On travaille beaucoup avec des sociologues, des historiens, des ethnologues, linguistes. Ah oui, ouais. C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir. Nous, ouais. On a l'impression que finalement, c'est plus les sciences dures. Le mot est un peu fort peut-être, un peu dur, si vous me permettez. C'est parce qu'en fait, on répond à la demande des habitants, enfin des habitants, des collectifs citoyens, si vous voulez. Donc en fait, c'est l'expression de leur intérêt. Parce qu'on a eu l'habitude de développer la recherche participative à partir du besoin, pareil, notamment du domaine des sciences de l'environnement, écologie. Et c'est super ce qui a été développé, mais c'était venu d'un besoin des chercheurs. Là, on part du besoin, et donc c'est pas très surprenant, voilà, qu'on soit plus dans les sciences humaines. Bon, écoutez, je suis vraiment obligé de vous couper, et quand je dis obligé, le mot n'est pas trop fort, et avec regret. C'était vraiment très intéressant. Merci de votre intervention. Je vais demander à présent aux